Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et aujourd'hui, dans l'émission, nous remettons un peu plus loin en arrière. Nous faisons un vrai bond dans le passé. Force, pouvoir, stratégie, gouvernement. Vous nous parlez de Machiavel. Exactement. Nous allons plonger au cœur de l'histoire des Médicis pour essayer de cerner la personnalité de ce Nicolas Machiavel, dont le nom inquiète et fascine tout à la fois. Et votre invité est Jean-Yves Borio, qui est spécialiste de la Renaissance en Italie. Oui, Jean-Yves Borio, qui en 2015 a fait paraître chez Perrin une biographie de Machiavel. Tout à l'heure, Lorena nous accueillera à la Villa Machiavelli, on sera en Toscane. Et puis pour finir, je vous proposerai un retour aux origines du plastique. Le plastique, quel rapport avec Machiavel ? Quel rapport ? Aucun. Le rapport, finalement, c'est la plasticité intellectuelle, la plasticité mentale de ce grand homme. Que pour être efficace, il faut cacher ses intentions. La soif de dominer est celle qui s'éteint la dernière dans le cœur de l'homme. Une guerre est juste quand elle est nécessaire. Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser. Toutes ces phrases extrêmement pragmatiques et que d'aucuns pourraient juger désenchantées, toutes ces phrases sont dues au même homme, Nicolas Machiavel. On aurait d'ailleurs pu en citer tant et tant d'autres. Son œuvre regorge de formules fortes, propres à ébranler les certitudes les plus morales, les plus élevées. Machiavel est un maître à penser. Il a influencé depuis 5 siècles des personnalités aussi différentes que Jefferson et Marx, Nietzsche évidemment, Bonaparte, Napoléon, Mussolini, Kissinger, etc. Machiavel, c'est cet esprit supérieur attaché à sa cité Florence et qui a érigé le cynisme en vertu politique. Machiavel, c'est cet homme dont le nom a donné des termes qui, évidemment, des adjectifs assez terribles, bien sûr. Quand on dit de quelqu'un qu'il est machiavélique, c'est qu'il est très redoutable. À le juger par sa réputation de penseur, on aurait tendance à l'imaginer en politique extrêmement habile, capable de gravir les échelons un à un, tout en imposant à tous des vues qui seraient évidentes. Bien, la vérité n'est pas si simple, n'est pas si limpide. Certes, Machiavel a fréquenté les plus grands, mais toujours en les regardant de bas en haut. Quant à sa carrière, bien qu'elle ait pu être marquée par un certain nombre de périodes fastes, elle est loin d'être une suite de triomphes et dès lors, une question se pose. Est-ce que, après tout, Machiavel n'aurait pas su appliquer ses propres principes, à moins qu'il en ait éprouvé les limites et que l'existence se soit chargée de lui en montrer les limites? Il faut aller, pour comprendre tout ça, il faut se replacer dans la Florence de la toute fin du XVe siècle, du Quattrocento, comme disaient les Italiens, on est en 1498. Cette année-là voit la chute de Savonarole. Nous avons eu l'occasion de parler de Jérôme Savonarole, cette espèce de fanatique, là, ce moine qui avait voulu purger la cité du souvenir fastueux des Médicis, qui avait instauré une sorte de dictature de la pureté, de l'extrême ascétisme, etc. Après 4 ans d'un climat certes délétère, mais qui n'était pas moins sinistre, Florence est à la recherche de nouvel équilibre. Une partie du personnel politique, trop proche du pouvoir de Savonarole, doit céder sa place et c'est ainsi que le jeune Nicolas Machiavel se rapproche du devant de la scène, si je puis dire. C'est un jeune homme brillant, il a 29 ans, il faut l'imaginer brun aux yeux sombres, il appartient à une famille de notables moyens, il obtient un certain nombre de postes au sein des 2 instances de la République, le Conseil des 10 et la seconde chancellerie. Ça doit le conduire entre autres à remplir des missions diplomatiques où se mêlent toutes les affaires. Vous savez que la péninsule italique à l'époque c'est très complexe, bien entendu. Les affaires, toutes ces républiques, toutes ces principautés qui sont rivales, constamment menacées d'être dominées par des puissances, qui par l'Aragon, qui par la France, qui par l'Empire, ou la papauté bien sûr, n'oubliez pas les États pontificaux, le pape est là, juste à côté. Et puis, des affaires plus générales encore. C'est dans ce monde instable que Machiavel va faire ses armes. Il doit répondre à des ordres, certes, mais ses aptitudes font de lui, disons-le, un très précieux serviteur. La République en a bien besoin, il faut vous dire, parce que très vite, les événements se bousculent. Nous étions en 1498, l'année suivante, le roi de France, Louis XII, fait fondre ses armées sur la péninsule. Quelques années après une première tentative de son devancier Charles VIII, la République florentine est de nouveau en de grands dangers. Et elle se dit qu'elle pourrait, en lien avec l'offensive française, profiter de la situation pour
reprendre le contrôle de sa voisine, Pise. Le tout est de bien jouer dans cette affaire. En fait, ça ne fonctionne pas, c'est malmené, les tensions sont vives avec Louis XII, et Nicolas Machiavel va participer à une ambassade envoyée en France pour essayer de trouver une solution, d'arrondir les angles, si je puis dire. Mission délicate. Nicolas s'exaspère des lenteurs des maîtres de Florence. Il regrette leurs illusions quant à leur poids face à une puissance comme la France. Ces gens-là se croient tout alors qu'ils ne sont rien, évidemment. La France est devenue très puissante depuis quelque temps et les Florentins n'en ont pas pris conscience. Et en plus, la République est très radine, disons-le, d'une pingrerie terrible. Nicolas Machiavel est quasiment sans moyens. On ne lui laisse pas les moyens d'accomplir sa mission. Et c'est un voyage qui coûte cher, Il faut acheter des habits de cour, assurer le quotidien. Il faut se résoudre à louer sur ses propres deniers des chambres sans aucun confort. Et croyez-moi, je vous parle quand même des années 1500. Les chambres sans confort, elles sont vraiment sans confort. Alors, de retour à Florence, Nicolas reçoit d'autres missions, dont certaines auprès d'un homme qui fait peur aux Florentins et dont nous parlions il y a très peu de temps, César Borgia, l'impétueux fils du pape Alexandre VI. Il est l'allié des Français, il cherche à s'emparer de territoires proches de la Toscane, de là à menacer la République florentine, et pourquoi pas, et même c'est bien probable, et c'est l'occasion pour Machiavel d'étudier de près cet homme fascinant, d'une efficacité quasiment imparable, et qui n'a rien d'un enfant de cœur. Vous vous rappelez ce que j'ai pu vous dire de lui. Je cite Émile Ludwig, « Il découvre un prince en chair et en os qui ne connaît aucun frein, pas même le souci de conserver les apparences. Un homme qui ignore les notions étroites de patrie, de famille et de conscience. C'est cette volonté de puissance toute pure qui se manifeste ainsi devant lui, et il ne se lasse pas de la contempler. Les manœuvres, les triomphes, et puis la chute brutale de César, au moment de la mort de son père, au moment de la mort du pape, tout ça va marquer pour longtemps Nicolas Machiavel, ça s'imprime en lui, si vous voulez. Il est devenu un personnage qui compte maintenant à Florence. On est bien obligé de passer par lui quand on a besoin de résoudre des affaires complexes. Il est lié de près à celui qui va devenir le Gonfalonier à vie en 1502, le pondéré Pire Soderini. Les années passent, Nicolas multiplie les missions, on va le voir de nouveau en France, mais on le voit aussi à la cour pontificale, il est à Rome, il s'en va même voir l'empereur à Vienne et à Prague, il intervient dans d'autres domaines, il mène à bien la création d'une armée florentine pour essayer d'avoir un petit peu moins recours aux mercenaires qui vidaient les caisses de la République. Sa milice, d'ailleurs, va contribuer à la conquête de Pise en 1509, on a envie de dire, voilà un objectif atteint. La République remporte donc des succès dans le jeu complexe de l'époque, mais néanmoins la situation évolue, elle est constamment glissante et en 1512, les Français qui sont en échec doivent reculer. C'est au tour des Aragonais d'arriver avec derrière eux l'ombre du pape Jules II. Les Aragonais vont lancer une vaste offensive dans toute la botte d'Italie, et cette fois, Florence est du mauvais côté. Et oui, la roue a tourné. Or, qui les Aragonais ont-ils dans leur bagage ? Les Médicis. Ces Médicis qui étaient partis avec la révolution de Savonarole et qui sont prêts maintenant à reprendre position dans leur propre ville. Autant vous dire que pour un Nicolas Machiavel qui a fait toute sa carrière contre eux en leur absence, ce sont des temps difficiles qui s'annoncent. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous retracez la vie de Machiavel. Il est devenu un diplomate important, on vient de le voir, doté d'une acuité politique rare. Il a multiplié les missions auprès des plus grands. Mais voilà qu'en 1512, Florence et son homme fort Soderini sont menacés par une offensive militaire des Aragonais. Or, les Aragonais, eux, ils entendent favoriser le retour des Médicis au pouvoir. Franck Ferrand, est-ce que cette famille, les Médicis, possède toujours des partisans à Florence à cette époque-là ? Ah oui, vous savez, les Médicis sont la grande famille de Florence. Ils ont dominé une des grandes familles de Florence. Ils ont dominé la vie politique florentine pendant une grande partie du XVe. Rappelez-vous le souvenir de
de Laurent le Magnifique, tout simplement, qui d'ailleurs est dans tous les esprits encore à cette époque. Laurent le Magnifique est mort en 1492, donc 20 ans avant l'époque que je vous raconte maintenant. Et pendant l'été 1512, quand les Aragonais remportent la victoire de Prato, quand ils prennent Prato près de Florence, tous ceux qui sont favorables aux Médicis, les fameux Paleschi, se manifestent, exultent dans la ville. Ils estiment que l'heure de la revanche a sonné, tout simplement. Et Soderini, qui a commis des erreurs, n'a pas le choix, il doit bien quitter le pouvoir. Et voilà que le 1er septembre, donc de cette année 1512, Julien de Médicis fait son entrée à Florence. Et c'est une entrée intelligente. Il n'entre pas dans le faste de ses ancêtres. Au contraire, pour contraster avec la réputation de luxe tapageur de sa famille, il a l'intelligence de rentrer d'une manière relativement modeste. Quelques jours après, c'est le cardinal Jean de Médicis, qui bientôt sera le pape Léon X, qui va rejoindre Florence. Et bref, vous voyez que le pouvoir est en train de changer de main, tout simplement. Les Médicis vont modifier les institutions de la République à leur avantage, ils ont toujours fait ça. Et par ailleurs, la fameuse milice de Nicolas, qui n'a pas brillé face aux Aragonais, est purement et simplement supprimée. Donc, Nicolas Machiavel semble avoir l'illusion dans un premier temps qu'il va garder certaines charges, mais la vérité, c'est que ça ne peut pas marcher. Malgré les réserves qu'il a pu avoir vis-à-vis de Soderini, c'est incontestable. Il lui est néanmoins associé dans l'esprit public, bien trop associé pour servir le nouveau pouvoir des Médicis, qui en plus à l'époque est quand même encore un peu mal installé. Il est donc démis de ses fonctions, on lui notifie qu'il ne peut plus se déplacer librement. Février 1513, les autorités constatent d'ailleurs qu'il ne respecte pas l'une des restrictions qui lui a été imposée, et là, on va carrément l'incarcérer, il est écroué, et ses ennuis se révèlent plus graves. Les autorités florentines ont mis au jour tout un complot. Or, l'un des conjurés arrêtés avait en sa possession un papier portant des noms griffonnés. Et sur la liste, il y a le nom de Nicolas Machiavel. Les comploteurs n'en étaient, semble-t-il, qu'à vouloir entrer en relation avec lui. Seulement, les autorités décident de l'interroger. Et comment est-ce qu'on interroge à l'époque ? On interroge sous la torture, c'est-à-dire qu'on utilise l'estrapade. Je cite Jean-Yves Boriot. On attachait les bras du supplicié dans son dos, puis on ouvrait une plateforme sur laquelle on l'avait placé debout. Le corps tombait donc dans le vide, et lorsqu'il parvenait en bout de corde, le choc provoquait la dislocation des articulations des poignets et des épaules. Durant les 22 jours de sa détention, l'estrapade fut appliquée 6 fois à Machiavel, qui ne livra aucun nom de conjuré. Du fond de sa geôle, et malgré son état, j'imagine quel état. Très bien. Il écrit des vers à l'intention de Julien de Médicis, sans qu'il y ait forcément un lien de cause à effet. Ces vers, en tout cas, on ne sait pas si c'est grâce à cela, mais toujours est-il qu'il est libéré sous caution. Machiavel, malgré sa situation très incertaine, voudrait que les Médicis changent d'avis à son égard, fassent appel à lui, pourquoi pas. Seulement, ces démarches n'ont pas de résultat. Il se résout à s'installer avec sa femme et ses enfants dans une demeure de la belle campagne toscane. On est au sud de Florence. La bâtisse n'est pas très reluisante, elle est surnommée la méchante auberge. Et là, on peut dire que la vie de Nicolas change du tout au tout. Il écrit dans une lettre « Levé avec le jour, je vais dans les bois où je passe 2 heures avec mes bûcherons. Ensuite, je vais m'asseoir près du puits en compagnie de Dante et de Pétrarque, quand ce ne sont point Tibulle et Ovide. De là, je vais à l'auberge, aux nouvelles. J'y écoute mes contemporains et j'observe leurs tendances, leurs goûts. Puis, je rentre dîner. Maigre repas fourni souvent par mon potager et ma basse-cour. Et je retourne à l'auberge. Il y a là le patron, le boucher, le meunier, 2 boulangers. Ils m'aident à passer le temps. C'est ainsi que je prends mon mal en patience, tout en maudissant le destin, mais, à vrai dire, je suis heureux de le voir me piétiner ainsi, car j'estime que bientôt il finira par avoir honte et se repentir. C'est joliment dit. Vous voyez que Nicolas Machiavel ne baisse pas les bras, il cherche encore à démontrer la supériorité de sa stratégie, de ses connaissances, de sa finesse, de sa connaissance de la politique. Et puis, il va se lancer dans ce qu'il appelle un opuscule, réflexion sur le déploiement, le maintien et la disparition de la puissance politique. Ce sera le fameux livre que tout le monde connaît, ce sera Le Prince. Il immobilise notamment le souvenir de César Borgia, qui est un exemple fascinant mais inaccompli d'efficacité, qui ne s'embarrasse pas de scrupules qui seraient trop inefficaces. L'ouvrage est dédié à Laurent de Médicis, seulement malgré les tentatives de Nicolas,
il n'obtient pas la possibilité de donner en main propre son ouvrage au maître. Or, la situation matérielle de la famille devient maintenant très préoccupante et le désarroi de Nicolas Machiavel est immense. En juin 1514, il écrit dans une lettre que cite Jean-Yves Boriot, je le cite, « Je resterai donc avec mes haillons pouilleux, sans trouver personne qui se souvienne de mon état misérable ou qui croit que je puis être bon à quoi que ce soit. Impossible pourtant que je demeure longtemps dans mes conditions présentes, parce que je me ronge, et je vois bien que si Dieu ne me vient en aide, je serai forcé un jour de quitter ma maison et de devenir répétiteur ou chancelier d'un seigneur, si je ne puis faire autre chose, ou encore de me réfugier en quelque contrée déserte pour apprendre à lire aux enfants, laissant ici ma famille et lui en donnant à croire que je suis mort. » C'est l'extrémité terrible à laquelle Nicolas Machiavel est bien forcé de songer. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors nous suivons cet après-midi grâce à vous, Franck Ferrand, l'histoire et le parcours de Nicolas Machiavel qui, juste avant la pause, ne va pas très bien, il a l'air au plus mal, mais pourtant il garde espoir. On a la sensation qu'il veut continuer. Mais où en est-il, Machiavel? Le Prince n'est pas la seule œuvre que Nicolas Machiavel ait écrite pendant cette période difficile de sa vie. Il approfondit sa réflexion politique avec les discours notamment. Il va aussi écrire pour le théâtre, par exemple. Je pense à la Mandragore, comédie qui connaît un certain succès. Il sait se consoler de ses soucis grâce, disons-le, à une vie sentimentale assez riche. Il a des coups de cœur. Il aime bien les femmes, Machiavel, et il conserve en outre quelques relations bien placées. Il se rapproche d'une petite société assez brillante de Florence où il est devenu une sorte de gourou, disons-le. Bref, il pourrait donner encore beaucoup à sa cité, c'est évident, mais sa cité ne veut plus lui. Et en 1520, il a 51 ans à ce moment-là. Des signes vont éclairer un peu son horizon. Il obtient de participer à une entrevue avec le cardinal Jules de Médicis, qui va lui donner une petite gratification financière. D'ailleurs, on sait que le pape a apprécié la Mandragore. Et puis, un certain nombre de membres de la puissante famille des Médicis va lui confier des tâches. Alors, ce ne sont pas des tâches de tout premier ordre, mais enfin quand même, on l'envoie démêler des affaires commerciales, etc., parce qu'on sait qu'il est très habile. Ça ferait de jolis romans, ça. Et pour lui, c'est bien, parce que ça commence à lui remettre un peu le pied à l'étrier, si vous voulez. Et à l'automne 1520, on lui commande un grand travail historique sur Florence. Mieux que ça, en 25, c'est directement auprès de Jules de Médicis, donc qui est devenu le pape Clément VII 2 ans plus tôt, que Nicolas vient remettre les tomes qu'il vient de rédiger. Il en profite pour glisser des conseils politiques auxquels le pape et ses conseillers ne peuvent que s'intéresser. Et vous voyez bien que petit à petit, bien que toujours inquiet, Nicolas Machiavel va grappiller un petit peu de terrain. Il remonte, la roue est en train de tourner. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, nous sommes au cœur de l'histoire de Nicolas Machiavel, qui est bel et bien de retour. Il reçoit de nombreuses missions des Médicis. Ça y est, pour lui, tout va mieux. Son ancien ennemi, si je puis dire, est devenu plus ou moins son ami. Il va recevoir des missions notamment pour améliorer la défense de Florence. Il faut dire que c'est nécessaire. La péninsule est de nouveau menacée par un souverain étranger. Et cette fois, c'est l'empereur en personne, l'empereur Charles Quint, qui est prêt à en découdre avec le pape. Et pour les Médicis, c'est très dangereux cette affaire. Et ça va tourner à la catastrophe. Les impériaux finissent par se frayer un chemin jusqu'à Rome. Les voilà maintenant dans la ville éternelle. C'est le très célèbre sac de Rome. Vous connaissez ça, le mai 1527. Le pape, qui ne sait pas comment réagir à cette intrusion, est réduit à aller se terrer dans sa forteresse, dans le château Saint-Ange, tandis que la ville est la proie des impériaux. Et à Florence, bien sûr, les Médicis ne peuvent plus se maintenir. Que voulez-vous qu'ils fassent? Ils sont bien obligés de partir. Je vous disais que la roue tourne à l'instant, mais vous voyez qu'à présent, elle se met à tourner un peu trop vite. Pour Nicolas, c'est peut-être néanmoins l'occasion de retrouver un poste clé dans la cité. Seulement, disons-le, il s'est fait
le temps passant, beaucoup d'adversaires. Et maintenant, sa réputation est entachée. Je cite Jean-Yves Boriot. Lui qui avait autrefois subi du fait des Médicis l'estrapade, passait maintenant aux yeux de beaucoup pour un médicéen, puisqu'il était de notoriété publique, qu'il n'avait cessé de quémander auprès d'eux jusqu'au plus mesquin des emplois publics. On lui reprochait aussi d'avoir dénigré, voire ridiculisé Florence dans ses comédies. On lui reprochait même Le Prince, où beaucoup voyaient un manuel destiné à montrer aux Médicis comment garder le pouvoir en spoliant leurs concitoyens. Vous voyez que ce qui peut vous apporter la gloire est parfois exactement la même chose que ce qui peut vous apporter la honte, et Nicolas Machiavel ne retrouvera désormais plus de poste au pouvoir. Ce nouvel échec le touche. Bien sûr, il faut dire qu'il était déjà affaibli, il a une maladie qui l'atteint au ventre et qui rend ses réactions peut-être un peu moins efficaces. Son état d'ailleurs s'aggrave, et le 21 juin 1527, le jour du solstice d'été 1527, il finit par mourir. On peut dire que cette vie qui s'achève, cette vie dont on parlera tant et tant dans les siècles suivants, aura été marquée, plus que par n'importe quelle autre sensation, aura été marquée par la frustration. Une frustration dont chacun est bien obligé de reconnaître qu'elle aura été d'une exceptionnelle fécondité. Bonjour Jean-Yves Boriot. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous, vous qui connaissez personnellement Machiavel. J'ai envie de vous dire, puisque vous l'avez fréquenté, si je puis dire, par archives interposées pendant longtemps, comment était-il au quotidien? Quel genre de bonhomme était ce Machiavel? Alors, Machiavel était quelqu'un d'une fréquentation très agréable, tout le monde le dit, mais il avait un défaut qui lui a coûté cher, c'est quelqu'un qui était capable d'une ironie absolument mordante, et il s'est fait énormément d'ennemis en pratiquant cette ironie, effectivement. Mais dans le quotidien, c'était un bon vivant. Voyons même ce qu'il dit de son séjour en exil à San Andrea in Percusina. Là, il a réussi à se faire une petite cour, certes, composée de son boucher, d'artisans locaux, mais il s'entend bien avec, finalement, toutes les couches de la société florentine. Et puis les gens adorent l'écouter, parce qu'il a des théories qui ne sont pas tout à fait ordinaires, disons les choses. Ah oui. Effectivement, c'est quelqu'un qui rompt dans ses théories politiques avec tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Ce dogme de l'efficacité en dehors de tout contexte moral, eh bien, ce dogme-là, il est nouveau, il heurte, il choque, mais on aime à l'entendre dans les sphères dirigeantes de Florence, mais également ailleurs, à Rome, auprès du pape. C'est un discours qui choque et qui marque en même temps. Comment expliquer qu'il se soit finalement fait tant d'ennemis, cet homme qui passait son temps à expliquer aux gouvernants comment il fallait se faire des amis? Alors, son énorme problème, c'est finalement une espèce de carriérisme malmené. Vous avez évoqué la question tout à l'heure. C'est un homme de la République, c'est l'homme des Soderini. Et lorsque les Médicis reviennent au pouvoir, eh bien, il ne perd jamais l'espoir de retrouver un poste auprès d'eux, si bien qu'il va passer pour quelqu'un de leur clan. C'est un peu l'homme qui retourne sa veste, quand même. Et oui, c'est ça. Et ça ne lui a pas été pardonné. Quand il a proposé sa personne aux élections lors du retour de la République, eh bien, il a eu très très peu de voix. Il n'a pas pu retrouver sa charge. Il a eu un nombre ridicule de voix parce qu'il avait réussi à se faire de tout ce qui comptait à Florence des ennemis. Finalement, la famille sur laquelle il s'appuyait, le clan qui était supposé le soutenir, n'était pas suffisamment fort pour étayer, si je puis dire, un homme aux théories si particulières et au tempérament si trempé. Il aurait dû se montrer peut-être un peu plus discret, tout simplement. Il n'avait pas les moyens de ses ambitions, si j'ose dire. Absolument, il n'avait pas les réseaux non plus. C'est ça. Parce que, comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est quelqu'un qui vient, non pas du petit peuple, il ne faut pas exagérer, de Florence, mais il vient d'un milieu relativement modeste. On a la famille Machiavel a une petite exploitation du côté de San Andrea in Percusina, avec une manière de pied-à-terre, si je puis dire, à Florence, mais ce sont des gens de la couche inférieure de ce qu'on appelle le popolo grosso. C'est pas le popolo minuto, c'est le bon peuple au sens un peu assis, un peu bourgeois. Voilà, c'est ça, exactement. Mais il n'a pas de relation dans les milieux qui comptent véritablement à Florence, et il tient finalement grâce aux Soderini, qui vont le soutenir tant que cela sera possible. Mais les Soderini disparus, c'est un petit peu comme César Borgia une fois son
père disparu, une fois les Soderini disparus, il n'a plus d'appui, donc il n'y a plus de raison de continuer à faire de lui ce secrétaire de la seconde chancellerie, qui est quand même un poste très important. Donc c'est un homme qui, de son vivant, aura mené énormément de petites missions, mais n'aura pas eu finalement accès aux grandes décisions, ou alors de façon très très temporaire. Et c'est un homme qui, après sa mort, va en revanche, à travers un certain nombre de très grandes figures de l'histoire de l'humanité, influencer ses semblables. Parce qu'alors, le machiavélisme, au sens le plus large du mot, la pensée de Machiavel, peut-être plus justement, sont devenues monnaie courante un peu plus tard, on va dire, à partir du XVIIe siècle. Voilà. Il ne faut pas oublier que toute l'œuvre politique de Machiavel bascule dans les livres interdits en 1559. Voilà. Mais entre 31 et 59, ces œuvres ont été très largement diffusées. Et elles vont continuer d'ailleurs à l'être après 59, puisque elles vont être traduites. Et les Suisses, notamment les éditeurs suisses, diront ma foi, c'est le texte original qui a été condamné. Nous publions des traductions. Donc on va ainsi diffuser Le Prince, le discours sur la première décade de Tite-Live dans l'Europe comme cela. Mais il est évident que cette influence se passera par ce contexte très très gênant. Il est à l'index, mais il est quand même lu. Je me rappelle dans un catalogue de vente aux enchères il n'y a pas très longtemps avoir trouvé à la vente d'une petite édition en italien du Prince de Machiavel, édition du XVIIIe siècle, sur laquelle figurait manuscrit l'ex libris de Napoléon Bonaparte, qui était donc tout jeune, qui avait 14 ans, qui avait chippé ça dans la bibliothèque de son père pour le lire tranquillement pendant ses études militaires. C'est dire que des jeunes gens comme Bonaparte ne juraient, si je puis dire, que par Machiavel, même si on n'ose pas le dire, on le lit quand même. Ah mais on le lit, bien entendu. On le lit, mais quand on appartient au milieu lié à l'Église, etc., on ne le dit pas, bien sûr. Mais il est lu, et le Prince est lu, et le discours. Les deux sont inséparables. Nous allons revenir maintenant, ça c'est la figure du penseur, si je puis dire. Nous allons revenir à l'homme avec toutes ces incroyables incohérences. Il y a beaucoup de paradoxes dans la vie de Machiavel. Vous avez essayé de démêler là-dedans les chevaux de sa complexité. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Machiavel cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h. Nous découvrons le penseur, l'homme politique et l'homme tout court grâce à votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Jean-Yves Borriaud, il est professeur émérite de langue et littérature latine à l'université de Nantes et spécialiste de la Rome renaissante et auteur de Machiavel paru chez Perrin. Alors il faut, Jean-Yves Borriaud, que nous revenions quand même aux origines de sa carrière. Il est dans l'ombre, c'est le cas de dire, des Soderini. Je dis c'est le cas de dire parce que à l'époque de la dictature de Savonarola, évidemment, il faut se montrer très discret. Et il s'est montré très discret. Il a même été envoyé d'ailleurs en mission tout à fait à la fin de ce règne, entre guillemets, de Savonarola. Il a été envoyé en mission par les Soderini, puisqu'il est allé écouter les prêches de Savonarola et on voulait savoir dans quelle mesure ces prêches étaient subversifs ou non. Il s'est très bien acquitté de cette mission. D'ailleurs, il a dit que finalement, Savonarola n'était pas aussi dangereux que cela parce qu'il manquait d'assises politiques. Et après, en 98, il entre mais c'est un véritable petit miracle, s'il entre ainsi en politique, puisque lui, venu de presque rien, il reçoit ce poste. Mais qui l'a poussé comme ça dans l'arène ? Alors, on pense que c'est sans doute ce professeur Adriani, qui est quelqu'un de très important. On pense que c'est lui parce que on doit bien dire quand même avouer une chose, c'est qu'on ne connaît pas les études universitaires de Machiavel. C'est une grande lacune là dans sa biographie. Oui. Il y a des trous dans cette biographie. Bien sûr. Et là donc en 98, sans doute poussé par Adriani, il parvient à ce poste de secrétaire de la seconde chancellerie. Et quand vous dites secrétaire, c'est au sens propre, car c'est un homme qui passe ses journées à rédiger du courrier diplomatique, en fait. Absolument. Et il est secrétaire aux deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il rédige, comme vous venez de le dire, mais également il est détenteur de secrets et de secrets diplomatiques, puisqu'en fait il doit rédiger toute la correspondance avec les petits États, théoriquement sous la coupe de Florence, autour de Florence. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. C'est là qu'on va recruter des mercenaires, les fameux
condottieri, etc. Et on charge très vite Machiavel de mission. Il ne va pas rester à Florence. Alors nous allons venir sur ces missions dans un instant, mais l'idée des mercenaires et des condottieri, ça lui plaît pas du tout, lui. C'est-à-dire qu'il est convaincu que c'est la source même de la faiblesse, ce sont les pieds d'argile du colosse florentin. Absolument. Et ce colosse est un colosse commercial. Les gens de Florence, eh bien, où est-ce qu'ils excellent? C'est dans la fabrication et dans l'exportation de tissus. Ce sont des banquiers également, mais ce ne sont pas des soldats. De là cette idée de Machiavel de lever une milice dans le contado, c'est-à-dire dans la campagne environnante, parce que ces mercenaires sont des gens de sac et de corde. Ils sont tout à fait capables de vous lâcher au milieu d'une campagne, de faire grève pour obtenir une augmentation de soldes. Ils sont capables de changer de camp, ils sont capables de tout. Et on l'a bien vu, ça, pour l'affaire de Pise. Et comme tous les théoriciens du pouvoir, en Orient comme en Occident, Machiavel est un homme qui connaît l'art de la guerre et qui s'y passionne, en vérité. Et pour lui, il n'y a pas de bonne politique sans bonnes armes. Je cite Machiavel. Et là, toute sa vie, il va réfléchir sur la question, justement, des armes. De là, son ouvrage, L'art de la guerre. Et puis, un sens du rapport de force inné, comme tout bon diplomate, me direz-vous, mais tout de même, chez lui, c'est très fort. Il voit très bien que Florence est victime d'une sorte de complexe de supériorité, n'a pas conscience de sa faiblesse face à la Nouvelle-France, face au Nouvel Empire, etc., face à l'Espagne aussi, qui est en train de se constituer. Pas l'oublier non plus. Est-ce qu'il serait favorable à une unité italienne, lui? Alors, ce concept d'Italie, qui pour nous est très concret, c'est dans la Florence de cette époque-là, un concept qui demeure parfaitement abstrait. L'Italie, ma foi, c'est un souvenir de l'Antiquité. C'est ça, c'est Rome. Oui. Alors, faire l'unité de l'Italie, il ne faut pas faire d'anachronisme. Il n'en a jamais absolument rêvé. Il connaît bien les rapports de force à l'intérieur même de la péninsule. Mais il y a quand même une chose qui est très importante chez lui, qui a été traumatisée, comme on vient de le dire, par les fameuses descentes françaises, ce qui est pour nous les guerres d'Italie. Il faut se mettre dans la tête d'un Florentin du 15e ou 16e siècle. Quand les Français arrivaient, c'est les barbares qui déferlent, quand même. Ce sont des gens sans culture, ce sont des gens capables de massacrer. La guerre va changer d'allure avec les fameuses Duchesses et les fameuses descentes françaises. On massacre, les Français sont carrément, comme vous venez de dire, des barbares. Et c'est ainsi qu'ils sont vécus, et c'est ce qu'on retrouve aussi bien chez Guichardin que l'historien et que chez Machiavel. Ce sont des gens dangereux contre lesquels il faut se prémunir. C'est pourquoi il faut essayer de trouver un prince qui soit capable de fédérer les énergies pour résister à ces descentes françaises, résister aussi à Maximilien qui, Dieu soit loué, est incompétent, mais bon, il faut fédérer ces forces-là. Et ce prince, eh bien ma foi, cet opuscule dont on parlait, cet opuscule, il est destiné à en dessiner les contours. Est-ce que finalement, la limite de la vie de Machiavel n'aura pas été que son prince de papier ne se transforme pas en prince de chair et d'os? C'est-à-dire qu'il ne l'a pas trouvé, cet homme providentiel. C'est le grand échec. Ah oui. C'est le grand échec de sa carrière, parce que il n'y a pas vraiment de figure. On a dit trop souvent que cette figure, ça pouvait être César Borgia, c'est faux. Il en connaît parfaitement les limites de César Borgia, qu'il a pratiqué pendant des nuits et des nuits de discussions dans des châteaux médiévaux, etc. Il le connaît fort bien, et il a vu la puissance de César Borgia s'effondrer lorsque son père, Alexandre VI, est mort. Là aussi, on peut parler de pied d'argile. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de force propre. Son principal soutien s'effondre, et lui-même disparaît de la scène politique. Ça ne le rend pas moins très actuel, très passionnant. Il y a beaucoup à apprendre de Machiavel, si on ne le caricature pas. Il faut commencer par savoir à qui l'on a affaire en lisant votre biographie, Jean-Yves Bourriaud, votre Machiavel chez Perrin. Et puis, vous venez de contribuer très largement à la publication chez Perrin également. Vous présentez, vous traduisez vous-même cet art de la diplomatie, donc édité chez Perrin, cet art de la diplomatie de Machiavel, où il est question de France et d'Allemagne, déjà. Ah oui. Et là, ce sont des textes que moi j'ai trouvé absolument passionnants, puisque Machiavel ne se contente pas en tant que légat, c'est-à-dire ambassadeur en second, il ne se contente pas de porter un message. Il va analyser les situations des pays dans lesquels il se trouve. Et là, il fait vraiment basculer la diplomatie dans l'ère moderne, puisque maintenant, il va contribuer à forger l'idée selon laquelle l'ambassadeur, c'est en même temps un analyste, une manière de sociologue avec beaucoup de guillemets. Presque un enquêteur. Un enquêteur, capable de décrypter ce qu'est la situation économique
et politique d'un pays, qui est capable également de dire des choses importantes sur la nature du peuple auprès duquel il se trouve. Nicolas Machiavel, L'art de la diplomatie, la France et l'Allemagne, présenté et traduit par Jean-Yves Boriot, c'est aux éditions Perrin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Nicolas Machiavel. Depuis 14h, il est temps maintenant d'aller sur place, direction l'Italie, avec Lorena Martin. Et oui, on pourrait aller à Florence visiter Santa Croce, comme Stendhal ou le Palazzo Vecchio, mais vous avez choisi de nous emmener à Sant'Andrea in Percussina, sur la commune de San Casciano Val di Pessa. C'est bien ça? Bonjour Lorena. Bonjour Franck, à une demi-heure au sud de Florence. C'est un petit bourg médiéval qui est resté célèbre bien sûr grâce à Machiavel, qui a vécu, vous l'avez dit, en 1513 lorsqu'il a été relégué. Là-bas, il va y rester près de 15 ans et étant un homme d'État, il a eu quand même le privilège de choisir le lieu de son exil. C'est un magnifique village des plus toscans, perché sur les collines, entouré de vignes et d'où l'on peut admirer toute cette vallée de Florence. Et sa famille y possédait plusieurs propriétés, dont celle-ci. Mais donc, la maison, elle existe toujours? Elle existe toujours. Et on raconte donc que Machiavel passait ses journées entre la vie des champs, des vignes et des tavernes. Et sa maison est aujourd'hui devenue un petit musée, le siège des deux associations vinicoles du Galonero et du Chianti Classico et un restaurant gastronomique qui existe depuis 1450. Ah bien, écoutez. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, il faut imaginer une belle demeure en pierre, comme dans les sublimes, bien sûr, villas toscanes, entourées de vignes, d'oliviers, ses murs épais, les poutres apparentes, et l'atmosphère est singulière, très proche de ce qu'elle pouvait être à la Renaissance. Ils ont vraiment réussi à conserver cette ambiance sans sombrer dans le kitsch. Et sous la maison de Machiavel subsistent encore les caves à vin, construites il y a près de 500 ans, et les vins sont encore élevés aujourd'hui en fût de chêne, et il y a un tunnel souterrain secret qui relie la cave à l'albergaccio, donc le restaurant, et c'est là que Machiavel descendait dans la cave avec un chandelier. Il empruntait ce chemin souterrain secret et ressortait dans la taverne pour boire du vin, se mêler aux paysans et passer inaperçu. Et c'est là surtout qu'il a écrit Le Prince. En fait, toutes les nuits, il écrivait ses livres les plus célèbres, dont Le Prince. Il y a des visites guidées. Il y a des visites guidées, organisées dans la maison musée de Machiavel, où l'on peut voir notamment ce passage souterrain, son bureau privé, etc. Et on peut y manger, bien sûr, aussi dans ce restaurant, des spécialités toscanes traditionnelles qui se transmettent de génération en génération. On ne dira jamais à quel point cette région-là est une des plus belles du monde, tout simplement. Merci beaucoup Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors ça n'a rien à voir aujourd'hui, le retour aux origines concerne il était très plastique. Plastique. Il nous entoure le plastique, il y en a partout. Mais depuis quand? Alors, dans l'Antiquité, on avait une première matière plastique naturelle, c'était la base la colle à base de gélatine. Vous savez qu'on obtenait à partir de la matière animale, qui simplifiait le travail du bois, la confection de meubles, etc. Mais la fabrication d'objets entiers en plastique naturel devra attendre le 15e siècle et la découverte du fameux caoutchouc. Évidemment, ça ce sont les colons d'Amérique. On a emprunté ça aux Aztèques. Le travail du latex naturel va permettre de fabriquer des balles, des bottes, toutes sortes de récipients, etc. Alors avec la découverte de la cellulose, le plastique entre dans une ère nouvelle. L'anglais Alexander Parkes va inventer la parkésine. Ça, c'est le premier polymère artificiel. Il va le présenter à l'Expo universelle de 62 à Londres. Utilisé à l'état solide, plastique ou fluide, se présentant tour à tour rigide comme ivoire, opaque, flexible, résistante à l'eau, pouvant être coloré et travaillé à l'outil comme les métaux, moulé par compression ou laminé. Vous voyez qu'on est vraiment dans une matière plastique. Et puis, un an plus tard, un Américain, il s'appelle John Wesley Hyatt, va emboîter le pas de Parkes en créant le celluloïd. Ah, les poupées. Oui, se penche sur sa fabrication sous l'impulsion d'un concours lancé par Phelan et Colander, des fabrications de billards, qui offre une prime de $10,000 à celui qui trouvera une alternative à l'ivoire pour fabriquer des boules de billard. Voilà comment c'est venu, c'est quand même un peu étonnant. Puis après, on va faire des jouets, vous disiez, des poupées, des peignes, etc. Et rapidement, on découvre l'acétate de cellulose qui sera utilisé dans le fuselage des premiers avions notamment, puis la viscose pour l'industrie textile, la galatite, la bakélite bien entendu, dans laquelle étaient faits nos anciens téléphones et tout ça. En France, il y a un lieu qui concentre tous les savoir-faire d'une industrie plastique qui depuis a connu toutes sortes de développements assez extraordinaires. C'est évidemment Oyonnax, commune de l'Ain, située au pied du Jura. À partir du 19e siècle, les entreprises de plasturgie vont se concentrer dans toute cette région, dans ce qu'on appelle la Plastics Valley. Dans le Bugey. Mais exactement, dans le Bugey notamment. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.